Salut, bienvenue à la 26e partie. Nous avons vu que les nouveaux fermiers d'Asie occidentale ont formé des hameaux aussitôt que les conditions le permirent, et que certains villages mieux situés et plus prospères sont propulsés aux limites de leur capacité. Ailleurs, les populations innovent plus que leurs ancêtres, mais moins vite qu'en Asie occidentale. Au Pré-Céramique B, le mode de vie des sédentaires aux maisons rectangulaires est désormais bien établi, pendant que leur savoir avant-gardiste se répand au-delà du Levant et de la haute vallée de l'Euphrate. Au néolithique Pré-Céramique B, les fermiers de l'Asie de l'Ouest se concentrent de plus en plus sur leurs céréales cultivées, leurs chèvres et leurs moutons, délaissant progressivement la chasse et la récolte de plantes sauvages environnantes. Mais n'allons pas trop vite, car leurs récoltes ne sont pas encore assez productives pour délaisser complètement les plantes sauvages. Certains chasseurs-cueilleurs de la région restent nomades et passent directement au pastoralisme, avec leurs troupeaux de chèvres ou de moutons, tandis que d'autres groupes fondent de nouveaux villages à l'intérieur du continent asiatique, ou encore vers les Balkans en Europe. La transition de chasseur à la vie de fermier n'est pas aussi évidente qu'on voudrait le croire. Pour commencer, l'agriculture permet de manger plus, certes, mais là où les chasseurs-cueilleurs dégustent mille et une saveurs sauvages, les fermiers semblent se contenter de quelques douzaines de saveurs domestiques. Cette déficience alimentaire engendre des populations de fermiers de plus petite taille que leurs ancêtres nomades, en plus d'affaiblir leur système immunitaire et faire grimper le taux de mortalité infantile. La proximité constante des animaux domestiques, qui dorment parfois dans une des pièces de leur maison, expose les agriculteurs à certaines maladies transmissibles à l'homme, sans oublier qu'ils vivent entourés de déchets qui attirent la vermine. Leur mode de vie sédentaire, donc le fait qu'ils ne peuvent pas facilement plier bagages pour aller vivre ailleurs, les rend vulnérables aux insectes, aux sécheresses ou même aux saisons trop pluvieuses, qui peuvent ruiner une récolte tout entière et causer des famines. Pour ceux qui survivent jusqu'à l'âge adulte, les longues heures à faire un travail quotidien monotone et routinier n'améliorent pas vraiment leur niveau de vie, car ce travail répétitif leur donne des problèmes d'arthrite. Nous retrouvons de nombreuses tombes de femmes montrant des signes pathologiques associés au long labeur d'être agenouillées devant un mortier à concasser des graines. Si les tâches semblent désormais se définir en fonction du sexe, le sort réservé aux mâles n'est guère plus plaisant. Plusieurs ont des problèmes de genoux ou de dos à force de travailler la terre et de transporter de l'eau. Ce mode de vie à court terme permet d'accumuler des surplus de nourriture et d'assurer la survie d'une plus grande population que les chasseurs-cueilleurs. Donc, malgré tout, certains nomades se convertissent à la vie de fermier. Mais plusieurs désavantages évidents font obstacle à la conversion massive de nomades en fermiers. Le religieux semble déjà dominer leur mode de vie, car en plus des cimetières élaborés, des quelques masques ou des rares objets en tissu à l'allure rituelle, les nouvelles innovations, comme la poterie, passent d'abord quelque temps au service du culte avant de devenir utilitaires dans la vie courante. Dans le cas de la poterie, il faut attendre 1 millénaire et demi après les premiers objets rituels en céramique avant de trouver des récipients utilitaires. Notons ici qu'ils fabriquent des paniers, des pots et des bols en bois, en pierre ou en torchis pour transporter, cuire ou entreposer leur nourriture longtemps avant l'apparition de la poterie. Les poteries nous permettent de définir des relations d'échange entre diverses petites communautés, surtout à partir du 5e millénaire. Donc lorsque les styles se définissent vraiment et nous laissent deviner plusieurs variations de réseaux d'échange, qui devaient nécessairement inclure d'autres ressources qui n'ont pas laissé de traces, comme des sacs de blé, des animaux, des services, etc. Nous définissons une culture comme un ensemble de populations ayant des pratiques communes, soit le style architectural, le style des tombes, les techniques de fabrication d'outils, les symboles artistiques, etc. L'historien Fernand Braudel dirait que si la civilisation décrit le côté matériel des peuples, la culture concerne l'intangible et les drames humains. Cela dit, nous devons admettre que la réalité est toujours plus complexe que nos étiquettes. Chaque pratique peut varier à l'intérieur d'une même culture, ou encore deux cultures distinctes peuvent adopter les mêmes pratiques. Comme pour les styles vestimentaires ou les coiffures, la mode du moment influence les formes, les motifs, les couleurs et les décorations des poteries. Ces variations nous aident donc à distinguer certains groupes, mais il apparaît évident que la poterie n'est pas toujours le meilleur indicateur. Il s'agit de diverses populations dynamiques aux relations changeantes avec leurs voisins, et nos étiquettes ne servent qu'à nous donner une idée générale.
Bref, nos schémas expliquent mal les cas isolés ou les similitudes de style entre certaines régions extrêmement éloignées. Un des premiers outils pour cultiver la terre, la houe, apparaît très tôt au néolithique. Et les fermiers des îles de l'Ouest utilisent maintenant des colorants pour teindre leurs vêtements. Comme pour les époques précédentes, nous ignorons à peu près tout des individus, des familles, des communautés et de leur processus décisionnel. De plus, nous devons nous rappeler que nous avons affaire à de nouvelles personnes à chaque génération, que de nouveaux couples se forment, d'autres tournent au vinaigre, certaines amitiés sont brisées, ou parfois des ennemis jurés deviennent alliés le lendemain. En ce qui concerne les fermiers, ces derniers semblent surtout décider en fonction du court terme, propageant presque leur mode de vie inconsciemment par le simple fait qu'ils font plus d'enfants. Les premiers petits villages ont surtout pris de l'expansion au hasard du terrain, sans trop d'organisation urbaine. Malgré la grande variété de villages, nous pourrions affirmer que globalement, les fermiers vivent dans des conditions sanitaires douteuses et qu'ils vivent moins longtemps que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. Dans l'ensemble, même s'ils mangent moins bien, ils ne connaissent plus vraiment la famine. Inévitablement, à partir d'un certain nombre d'habitants, le besoin de trouver des façons de régler les conflits se fait sentir. De plus, la relation avec la terre change lorsqu'on devient sédentaire. À qui revient la propriété lorsque le propriétaire meurt? À la femme? Aux frères? Aux enfants? Et comment délimiter le terrain? Dès les premières communautés sédentaires, les querelles de succession ou l'accès aux ressources comme l'eau ou la redistribution des surplus doivent être adressés rapidement. Qui décide? Il est facile d'imaginer des leaders charismatiques faire des beaux discours rassembleurs et peut-être même réussir à bien gérer la communauté. Sauf qu'à la mort du leader, tout est à recommencer. Il faut trouver un autre leader charismatique. À la longue, les positions d'influence vont transcender les individus et se transférer aux générations suivantes. Naturellement, ceux qui finissent par occuper de telles positions d'influence vont tendre à être des membres des familles prestigieuses du village, c'est-à-dire les familles dont les vénérables ancêtres ont accompli les mythes légendaires ou fondateurs du village. Nous avons vu des cultes des ancêtres apparaître presque simultanément avec les premiers villages, donc à Jéricho, Abu Huraira, Ain Ghazal, donc de l'importance croissante de certaines lignées héréditaires. Pour le millénaire et demi que nous allons aborder, il y aura de très fortes ascensions de certains individus parvenus à des positions de pouvoir dans leur communauté. Donc ici, ces positions sont liées au sol et requièrent une continuité dans le temps. Soulignons au passage que l'on retrouve des traces de culte des ancêtres chez diverses communautés nomades jusqu'en Afrique subsaharienne. La céramique n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle fait partie d'un long apprentissage du travail avec la terre, tel qu'en témoignent les expériences de poterie du Japon entre 15 000 et 12 000 ans. Et nous pourrions certainement envisager des dates encore beaucoup plus anciennes pour inclure les expériences de terre cuite ou séchée au soleil. Peut-être à cause du manque de roches dans la région, les premiers villages du croissant fertile ont démontré un très grand intérêt pour les techniques de cuisson de la terre, donc dès le pré-céramique A. Mais après ce dynamisme initial de quelques millénaires, les populations de la Palestine et du Levant semblent s'essouffler, et le flambeau des grandes innovations de l'humanité sera relayé à d'autres populations, notamment en Asie mineure. Il n'est pas impossible que ce soit ces dernières qui inventent la poterie à la fin du 8e millénaire, donc un peu avant celle du Levant qui n'apparaissent qu'autour de 7000 ans. Au 7e millénaire, les poteries seront répandues du Liban à la Cilicie. Il s'agira surtout d'une poterie brune lustrée, occasionnellement décorée avec des symboles. Les fours, qui permettent de faire cuire de la nourriture ou des briques de terre, ont rapidement engendré les premiers fours à chaud. Ensuite, les techniques de fabrication des fours se sont perfectionnées en atteignant des températures de plus en plus élevées. Lorsqu'apparaissent les premières poteries, ces dernières nous offrent une nouvelle dimension aux cultures des peuples du néolithique. Car les styles de poterie qui se développent alors nous permettent de mieux identifier les régions occupées par chaque culture. Comme les roches, les poteries traversent les âges sans se décomposer. Sauf que si elles ne sont pas trop cassées en cours de route, elles deviennent des traces de cultures anciennes beaucoup plus intéressantes et révélatrices que de simples outils de pierre. Parallèlement à l'évolution des outils de pierre, les hommes préhistoriques ont parfois pu tomber sur des petites roches vertes, du cuivre.
possiblement confondus pour des sortes de roches molles. Autrement dit, ils peuvent changer la forme du cuivre en le martelant. Cette étape archaïque des premières tentatives de métallurgie remonte sans aucun doute longtemps avant le néolithique, lorsque leur intérêt pour le métal reste limité à des expériences isolées. Dans la grotte de Shanidar, en Irak, nous avons retrouvé un pendentif en cuivre datant à peu près du 10e millénaire. En Asie mineure, tout près de gisements de cuivre, le village de Chayonu fabrique des tiges affûtées, des crochets, des feuilles plates, des fils et des perles en cuivre, tous martelés à froid au cours du 8e millénaire. Datant de la même époque, nous avons aussi trouvé des perles de cuivre à Alikoche. Ils ont sans doute même déjà compris que le cuivre chauffé devient plus mou. Et à partir de là, ce n'est qu'une question de temps avant que les expériences du feu et des métaux se rejoignent. Les premières expériences consistant à faire fondre du métal ont lieu en Asie mineure au cours du 7e millénaire, comme par exemple à Çatalhöyük. Sauf que ces rares premiers objets resteront de petite taille jusqu'au 6e millénaire. Donc il est encore trop tôt pour parler d'un âge du cuivre. Un peu plus loin, sur le pourtour méditerranéen, certains nomades en contact avec des fermiers ont pu obtenir des chèvres et des moutons domestiques et forment alors autant de groupes de pasteurs élevant des troupeaux, souvent dans des régions moins propices à l'agriculture. Il va sans dire que ces contacts entre fermiers et nomades n'ont pas toujours été fructueux et que certaines disputes ont même pu dégénérer en conflits violents. Sinon, n'allons pas croire que les nomades stagnent ou qu'ils sont à la remorque des sédentaires. Certains auteurs disent d'ailleurs que ce seraient les nomades qui domestiquent les ovins, pendant que les villageois domestiquent les plantes. Si les toutes premières sociétés sédentaires ont semblé vivre en proche coopération avec les chasseurs-cueilleurs, à mesure que les centres d'échange se définissent et accumulent de plus en plus de ressources, les villageois les perçoivent peu à peu comme des étrangers dont il faut se méfier. Pendant encore très longtemps, des petits villages du néolithique jusqu'aux grands empires civilisés de notre ère, les sédentaires devront composer avec ces voisins turbulents. Puisqu'ils se déplacent, les groupes de nomades laissent peu de traces et sont difficiles à traquer. Par contre, leur contribution pour propager des objets et des nouvelles idées est indéniable. Parfois, comme dans le cas de la domestication du bœuf en Afrique du Nord, ou dans le cas de la domestication du cheval dans les steppes eurasiennes, quelques millénaires plus tard, les nomades seront les moteurs de révolutions importantes dans le mode de vie des sédentaires. Les nomades ont aussi contribué à brouiller les pistes des archéologues, donc en transportant de nombreux objets à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'origine. Quels objets font partie d'une culture locale? Et quels objets ont été importés? Notre portrait de cette époque reste encore incomplet, sans oublier que certaines cultures n'ont fait que s'inspirer d'objets importés pour développer leur propre style régional. Un mode de vie pastoral se serait développé dans la région du Danube et des Balkans du 8e millénaire. Selon les auteurs, il s'agirait soit d'une lente progression des nouvelles idées chez les peuples déjà présents dans la région, soit de pasteurs migrants qui s'imposent rapidement par la force au détriment des anciennes populations. Pendant quelques millénaires, ces pasteurs commencent à occuper certains sites saisonniers de façon permanente. Ils développent des sociétés hiérarchisées aux rites funéraires élaborés. En parallèle, à la même époque, de petits villages d'agriculteurs s'installent dans la région du Danube et des Balkans, à proximité de quelques groupes nomades plus agressifs. Remarquez qu'il est encore trop tôt pour parler de tribus guerrières. Il est plus probable que ce soit au 4e et 3e millénaire, c'est-à-dire lorsque les agriculteurs de cette région auront épuisé le sol et retourneront à la vie nomade, que les conditions favoriseront l'émergence de castes de guerriers et de sociétés patriarcales chez les tribus d'Eurasie. Le climat mondial continue de se réchauffer, à part vers 6200 ans, lorsque se produit un refroidissement soudain. À cette époque, l'abondance de ressources à certains endroits aurait vraisemblablement diminué au point où certaines populations doivent abandonner leur village. Sous cet angle, les conditions climatiques ont presque l'air de déjà s'empirer à peine quelques millénaires depuis la fin de la glaciation. Vers 6000 ans, le commerce à longue distance, comme pour l'obsidienne de Turquie, les coquillages de la Méditerranée ou autres matériaux exotiques un peu partout, ou encore les excédents de production engendrés par les villages, mènent vers l'apparition de nouvelles classes sociales et des premières élites. Les lignées familiales deviennent de plus en plus importantes,
favorisant certaines familles plus que d'autres, et menant vers l'apparition non pas des premiers rois, mais peut-être vers les premiers chefs princiers. Le titre du dirigeant prend alors plus d'importance que la personne elle-même et représente la continuité liée aux ancêtres. Ceux qui auront à la fois le statut social, les qualifications requises et du charisme pourront inspirer les masses à réaliser de grands projets collectifs. Le recours à certaines roches exotiques par les premiers fermiers démontre qu'ils faisaient partie des relais commerciaux pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres. Les gens qui transportent ces objets doivent marcher très longtemps et même faire quelques occasionnels trajets périlleux par bateau. Ils doivent braver le mauvais temps et les tempêtes, se trouver à manger, sans oublier les risques de se blesser, de se faire arnaquer, etc. Peu à peu, les voyages maritimes deviennent l'affaire de spécialistes qui offriront des services de transport réguliers en Méditerranée. Ces marins traiteront avec des mineurs spécialisés, des artisans spécialisés et des réseaux d'échange bien établis dès le 7e millénaire. Passons maintenant à l'Asie de l'Ouest. À cette époque, le village de Basta est un des plus grands sites de la région, soit environ 12 hectares, protégé par un mur de 2 mètres de haut muni de quelques portes. Mais déjà, le dynamisme initial de toute la région commence à s'essouffler, particulièrement en Palestine et au Levant, et plusieurs villages du Pré-Céramique B déclinent entre 6500 et 6000 ans. Basta sera abandonné autour de 6000 ans. À Jéricho, les habitants construisent maintenant des maisons rectangulaires en briques crues, mais ces dernières n'ont encore qu'un seul étage. Ici, les gens préfèrent travailler à l'extérieur. Ils font sécher leurs briques au soleil, plâtrent leurs maisons et teignent leurs planchers en rouge. Ils fabriquent des vêtements et nous avons retrouvé des figurines féminines de 5 cm de hauteur. La robot vend une main sous chaque sein. Les crânes plâtrés de leurs ancêtres, munis d'yeux en coquillage et de faux cheveux, sont placés dans des niches murales avant d'être enterrés à nouveau. Les formes des pointes de flèches deviennent plus exotiques. Sauf que Jéricho est essentiellement un village de fermiers avec des élevages de chèvres. Autrement dit, la chasse ne devait plus y jouer qu'un rôle marginal. Il est fort à parier que la population devait aussi déjà inclure quelques artisans et quelques marchands. Les causes du déclin qui s'amorce au Levant et en Palestine sont multiples. Pour commencer, l'accumulation de débris les expose à la vermine et aux parasites de malpropreté, faisant grimper le nombre de mortalités infantiles. Ensuite, les arbres à proximité des villages commencent à manquer, puisqu'ils doivent en couper pour construire leurs maisons, pour se chauffer et pour faire à manger. De plus, la région est désormais en proie à des périodes de sécheresse. Sans oublier le refroidissement important qui réduit leur surplus annuel à néant. L'ensemble de la région stagne pendant plusieurs siècles. Et même si tous les villages n'ont pas nécessairement surexploité leurs terres, nous pouvons constater une diminution de la population dans tous les villages. Les maisons de cette époque sont moins solides et plus petites. Puis, après quelques générations de conditions moins favorables aux agriculteurs, de nombreux villages sont tout simplement abandonnés. Certains hameaux vont continuer d'exister, mais la tendance de l'époque est un retour à la vie nomade. En redevenant mobiles, comme ce fut le cas pour leurs ancêtres natoufiens de l'ère glaciaire, ces ex-fermiers participent à la diffusion de leurs idées et leurs valeurs sédentaires partout où ils iront. Mais contrairement à leurs ancêtres, ces nouveaux nomades emmènent de petits troupeaux d'animaux domestiques avec eux. Après un long millénaire de prospérité, la population de Ain Ghazal atteint près de 2000 habitants étalés sur 12 hectares, soit 3 fois plus de monde qu'à Jéricho au même moment. Certains villages de la région, comme Jéricho, Beida et Ain Ghazal, ont des bâtiments publics ayant pu servir à pratiquer des cultes religieux, quoique nous ignorons s'il s'agit de temples, de sanctuaires, ou même si ces immeubles ont servi à des fonctions complètement autres. À Ain Ghazal, un étrange bâtiment à vocation spéciale fut construit en haut d'une pente, avec vue d'ensemble sur le village. Il n'y avait pas de plancher plâtré, mais au centre de la pièce se trouvait un foyer entouré d'un carré peint en rouge. D'autres traces au village de Ain Ghazal pointent vers une vie religieuse plutôt développée. C'est-à-dire qu'en plus des crânes enduits de plâtre de leurs ancêtres, des petites figurines en argile et des nombreuses figurines de renards, ils ont aussi fabriqué de larges statues de plâtre, plus d'1 mètre, au corps allongé avec de grands yeux ouverts. Si l'on ajoute à cela la présence de masques et bonnets de coquillage retrouvés dans ce village, il devient facile de croire
qu'ils aient pu avoir une sorte de classe de prêtres responsables de la pratique des cultes. Ces grandes statues furent enterrées avec des bustes dans un axe est-ouest, c'est-à-dire l'axe jour-nuit et des saisons. 200 ans plus tard, de nouvelles statues plus standardisées sont enterrées. Leurs yeux inquisiteurs et leurs têtes disproportionnées, sans oublier un des personnages à 2 têtes, leur donnent des allures inquiétantes. S'agit-il d'esprits, de fantômes, de dieux ou de déesses? Nous l'ignorons. Bien que nous n'ayons aucune preuve, nous pouvons envisager que les mêmes statues aient pu être enterrées à plusieurs reprises, comme par exemple lors de cérémonies annuelles. Certains auteurs voudraient y voir des racines très anciennes de rites et de croyances babyloniennes, mais honnêtement, nous en savons trop peu sur cette étrange culture pour nous prononcer. Les habitants de Ain Ghazal élèvent des chèvres, cultivent des lentilles, des pois, du blé et de l'orge, et ils chassent de nombreux animaux. Mais la présence d'ossements d'animaux provenant d'autres régions, sans oublier les roches obsidiennes, souvent importées de très loin, nous porte à croire qu'ils devaient commercer avec des nomades. Malgré cette prospérité, la surexploitation du sol pour soutenir leur large population rend les terres de moins en moins fertiles autour du village. Le déclin s'amorce vers 6300 ans et le village est abandonné au cours du 6e millénaire. Plusieurs autres villages sont en déclin avant d'être abandonnés. Au sommet d'un promontoire donnant sur la plaine inondable de l'Euphrate, Boukras voit sa population passer de plusieurs milliers à quelques centaines d'habitants. À Halan Shemitepesi, c'est la même chose. À Nevalishori, l'hygiène devient un problème à cause des débris accumulés depuis plus d'un millénaire, et le village décline lentement. À cette époque, il est difficile de comprendre les liens entre les villages, donc de l'entraide ou des migrations de population qui purent avoir lieu. Par exemple, à Nevalishori, nous avons retrouvé des statuettes et des peintures représentant des serpents ou des grands oiseaux, parfois hybridés avec l'homme, ainsi qu'une sculpture d'aigle ou de vautour tenant la tête d'une femme dans son talon. À quelques 30 km de Nevalishori, le site de Göbekli Tepe utilise à peu près la même symbologie, mais ils ne construisent pas de maisons rectangulaires, alors qu'à Nevalishori, oui. Ces deux villages ne partagent donc pas exactement la même culture. À partir de 6000 ans, les influences culturelles de la région viendront surtout de la culture halafienne, située entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Presque aussi ancien que Jéricho et Göbekli Tepe, le village de Chayonu, en Asie mineure, est situé dans un endroit marécageux où passe une rivière, donc au beau milieu d'une région aride. Les habitants de Chayonu vivent près d'excellentes sources de roches obsidiennes, encore très prisées dans les échanges commerciaux, mais surtout, ils ont la chance d'être situés près de gisements de cuivre. En fait, les plus anciennes traces de métaux travaillés à froid proviennent souvent d'Asie mineure. Contrairement aux villages de Palestine ou du Levant, les villages d'Asie mineure ne sont pas en déclin. Même qu'à partir de la fin du 8e millénaire, ils sont au centre de l'action et seraient peut-être à l'origine de la première vague de peuplement de fermiers qui arrive en Europe au cours du 7e millénaire. Nous retrouvons des traces de moutons domestiques de l'Afghanistan jusqu'aux marges de la Mésopotamie. Des porcs en voie de domestication sont retrouvés à Chayonu vers 7500 ans. Puis, 4 siècles plus tard, nous retrouvons des porcs domestiques en Palestine. Quelque temps après, l'île de Crète et le nord de la Grèce accueillent des bœufs presque domestiqués, possiblement arrivés d'Asie mineure en même temps que les premiers fermiers à s'installer en Europe. Çatalhöyük, en Asie mineure, est l'un des villages les plus intrigants de l'époque. Les maisons, presque toutes semblables, sont collées les unes aux autres, avec des hauteurs différentes pour les fenêtres et des trappes d'accès passant par le toit. Ils accèdent au toit par des échelles, qu'ils remontent pendant la nuit, donc pas besoin de murs de protection. Sinon, les toits forment un véritable labyrinthe surélevé où les habitants s'installent pour travailler. L'intérieur des demeures est rectangulaire, avec un foyer surélevé, un four encastré dans le mur et des endroits servant à entreposer les graines et les légumineuses. Les nouvelles maisons sont construites par-dessus les débris des anciennes et peuvent être replâtrées jusqu'à 40 fois avant d'être rasées. Sur les murs, ils peignent des scènes de taureaux, des formes géométriques ou des empreintes de mains rouges ou noires, sans oublier les fameuses niches servant à placer les crânes plâtrés, que l'on retrouve dans les murs ou dans le sol de chaque maison. Occupé environ de la fin du 8e millénaire jusqu'autour de 6200 ans, le site de Çatalhöyük connaît son apogée au 7e millénaire.
certaines images qu'ils nous ont laissées sont plutôt inquiétantes, comme cette scène de vautours attaquant des personnages sans tête, ou celle de taureaux géants, peut-être surnaturels, entourés de petits humains délirants. Sans oublier la célèbre figurine d'une femme qui accouche calmement assise sur un trône, chaque main posée sur la tête de léopard dont les queues s'enroulent par derrière. Le taureau ayant un poids social évident dans cette communauté, on y retrouve aussi plusieurs associations complémentaires femmes-taureaux. La vie sédentaire de Çatalhöyük y était-elle si rude? Nous n'en savons rien. Dans l'ensemble, l'uniformité du village se voit jusque dans l'architecture interne des maisons et dans les artefacts fabriqués pendant des dizaines de générations. En comparaison, les peintures rupestres de l'ère glaciaire étaient accueillantes et les tout premiers villages semblaient se confondre dans la nature, alors que les habitants de Çatalhöyük vivent dans une société hautement ritualisée et conformiste. L'architecture nous donne l'impression qu'ils détestent le monde extérieur, et leur peinture cauchemardesque laisse croire qu'ils craignent même profondément la nature. L'émergence de la religion de Çatalhöyük se place dans un contexte où augmentent les tensions envers la nature, mais aussi envers l'homme, à cause de la pression démographique, des richesses accumulées et à défendre, etc. Les taureaux, qui ne sont pas encore domestiqués, sont parfois dessinés comme s'ils étaient épuisés, la langue pendante, la bouche ouverte, et sont entourés d'hommes qui semblent sur le point de les attraper. Sinon, les thèmes des œuvres tournent généralement autour d'animaux carnivores dont il faut se méfier. Les vautours, ces charognards voraces, sont souvent présentés autour de corps humains démembrés et semblent incarner le côté lugubre de la mort. Parmi la grande variété de statuettes de Çatalhöyük, celles en pierre sont plus réalistes et sont surtout retrouvées dans ce qui semble être des sanctuaires. Les autres statues, moins soignées, sont surtout dans les murs ou dans les fosses. Il s'agit presque toujours de femmes rondes, donc des gros seins, des grosses fesses et un bassin plutôt large. Elles sont en position assise avec des allures de Vénus du Paléolithique supérieur et sont souvent interprétées comme des déesses mères. Ces statues sont associées à la chasse, à la nature, à la vie et aussi à la mort. Les rares fois où la masculinité est représentée est sous forme de bucarnes de taureau ou de bélier, avec d'étranges petits symboles, des courbes, des traits, des cercles, des trèfles à 4 feuilles, des étoiles, des mains groupées, donc autant de petits symboles dont la signification est tombée dans l'oubli depuis très longtemps. Non loin de là, sur l'île de Chypre, les villages prospèrent et les habitants continuent toujours à construire leurs petites maisons rondes. On retrouve des porcs domestiques un peu avant 7000 ans, comme en Palestine. Mais les habitants de l'île chassent désormais des daims sauvages qu'ils ont importés quelques siècles plus tôt et qui représentent désormais près de la moitié de la viande consommée à Kalavasos Tenta. Avant de quitter l'Asie, rappelons qu'il y a encore très peu de poteries au début du 7e millénaire et qu'elles n'auront pas vraiment d'ornementation avant la fin de ce millénaire. Vers 6000 ans, la céramique peinte en rouge sur fond crème deviendra populaire, surtout à Hasilar. Mentionnons ici l'apparition d'un système rudimentaire de jetons d'argile qui se développe en Asie occidentale longtemps avant l'écriture, donc autour des 8e et 7e millénaires, et qui servira à garantir des transactions à longue distance. Les jetons d'argile ou de pierre sont en forme de boule, de cône, d'ovale ou de cylindre. Certains ont des dessins, d'autres non, et peuvent soit représenter une quantité ou une sorte de marchandise particulière. Mais, hors de leur contexte, nous ne pouvons pas en savoir plus. Pour le moment, ce système simple de jetons, qui servira pendant des milliers d'années, est le plus proche que nous aurons d'une forme d'écriture avant l'invention de l'écriture. Mentionnons aussi qu'un système complexe de jetons se développe en parallèle du système simple, et que les deux systèmes semblent même coexister sur plusieurs sites du néolithique. Autrement dit, les populations impliquées s'entendent à plusieurs endroits sur la signification des jetons et accordent la même importance à ce système de transaction. Passons maintenant à l'Europe. En Europe, les changements dramatiques de la fin de l'ère glaciaire n'ont pas encore fini de modifier la géographie du continent européen. Vers 7500 ans, la fonte des glaciers fait monter le niveau de la mer de 23 à 44 mm par année pendant un siècle. Cette situation ne se reproduira pas avant le 21e siècle actuel. L'Angleterre reste reliée au continent européen par le Doggerland. Ce territoire précaire étant un désert arctique au moment du maximum glaciaire de 20 000 ans,
le retrait des glaciers lui auront permis de retrouver quelques forêts et quelques populations humaines viennent maintenant chasser et pêcher à longueur d'année. Les changements rapides furent perceptibles d'une génération à l'autre, puis soudainement, peut-être en l'espace d'une seule vie humaine, le sol devient marécageux et boueux, formant des lacs et des marais. Le centre du glacier, au nord de l'Europe, était situé autour de Stockholm, en Suède. Son énorme poids fit s'enfoncer le nord de la plaque tectonique européenne, avec comme conséquence de faire remonter le sud du continent par un effet de balancier. Conséquemment, la fonte du glacier, en plus de faire diminuer le poids du glacier, eut l'effet inverse de faire progressivement remonter la Suède d'environ 800 mètres, pendant que la partie sud de l'Europe baissa dangereusement sous le niveau de la mer. À titre d'exemple, la caverne de Francti, en Grèce, était environ à 1 jour de marche de la mer, entre 9500 et 8500 ans, et les traces d'occupation saisonnière, à cette époque, ne contiennent aucune espèce marine. Autour de 7500 ans, la mer n'est alors plus qu'à distance d'une petite balade de la caverne, et les habitants y mangent régulièrement des mollusques. Plus tard, les habitants seront des pêcheurs qui construisent des embarcations. Vers 7000 ans, un gigantesque glissement de terrain, que les Anglais nomment le Storegga Slide, se produit dans les fonds marins de l'océan Arctique, entre la Norvège et l'Islande, donc à environ 1000 km de la côte écossaise. Ce mouvement soudain de plaques tectoniques engendre un tsunami qui se dirige à toute vitesse vers l'Écosse. En frappant le continent européen, cette puissante vague de fond causa des vagues de 8 mètres de haut et aurait déposé quelques 17 000 km3 de sédiments marins sur la côte écossaise. Les vagues poursuivent ensuite leur chemin en portant sans doute le coup de grâce au Doggerland, dont certains endroits devaient être sous le niveau de la mer. En quelques horribles heures, les populations vivant sur ce territoire se sont fait complètement submerger. À cette époque, les cultures européennes ont encore un mode de vie de chasseurs-cueilleurs nomades, ne pratiquent pas d'agriculture, n'élèvent pas d'animaux et ne fondent pas de villages. Il n'y a aucune trace de population européenne développant localement une forme d'agriculture. Ce mode de vie arrive avec les premiers fermiers qui s'installent progressivement le long de la côte méridionale de l'Europe et qui apportent avec eux des animaux et des plantes déjà domestiqués. Tout porte à croire que les premiers fermiers européens sont originaires de l'Asie de l'Ouest, ou plus spécifiquement de l'Asie mineure. Pendant quelques millénaires, les populations de chasseurs-cueilleurs et les populations de fermiers coexistent ensemble en occupant des environnements différents les uns des autres. Les fermiers préfèrent s'installer dans les plaines inondables, pendant que les nomades parcourent les rives et les régions boisées. Dans la caverne de Francti, longtemps fréquentée par les chasseurs-cueilleurs, les habitants se mettent subitement à fabriquer de la poterie et à construire des maisons à l'extérieur de la caverne. Qu'est-il arrivé aux occupants précédents? Ont-ils été tués ou chassés de leur territoire? Ou s'agit-il de la même population qui adopte le nouveau mode de vie des agriculteurs? Nous n'en savons rien. Les fermiers du sud européen brûleront de grandes forêts pour pouvoir semer leurs champs. Ces terres, artificiellement fertilisées par le bois brûlé, sont très productives pendant 2 à 3 ans. Après environ 5 ans, la production diminue et les populations doivent se diviser ou partir ailleurs brûler une autre forêt. Cette technique décimera rapidement les forêts du sud européen. Près du Danube, les peuplades de l'ère glaciaire ont chassé les ibex et pêché les saumons avant de finir par occuper l'endroit à longueur d'année autour de 6500 ans. Les habitants de Lepenski-Vir, soit l'un des plus anciens villages européens connus, chassent des porcs sauvages, des cerfs, des volailles, pêchent en bateau avec des filets, etc. Pourtant, malgré cette diversité de nourriture, leurs tombes révèlent des gens qui s'alimentent mal, alors que les autres populations européennes construisent encore des demeures faites de branchages directement sur le sol. La vingtaine de maisons de Lepenski-Vir sont construites en forme de tentes sur des sortes de plateformes en trapèze, c'est-à-dire un peu à la manière de Ain Malaha, fondée en Asie de l'Ouest vers 12 500 ans. Ils placent des poteaux à l'intérieur de leur maison pour soutenir le toit. Ils placent un foyer entouré de pierres au centre et enterrent leurs morts sous le sol de la maison. Au centre du village, une large hutte dont le sol aurait été piétiné contenait des amulettes en os et une flûte. Les gens s'y rassemblaient-ils pour danser? S'agit-il d'un lieu pour des danses rituelles? Peut-être. La vie de Lepenski-Vir
avec ses pratiques religieuses sophistiquées, où se mêlent le profane et le sacré, semble tourner autour de la rivière. Donc, les voyages, la nourriture, leur symbologie. Les morts sont enterrés avec la tête pointant vers l'aval de la rivière. Et nous retrouvons des sculptures de personnages mi-hommes, mi-poissons en train de sortir de l'eau, donnant l'impression qu'ils croyaient que l'humanité est sortie de l'eau. S'ils avaient su. Et que les défunts y retournent après la mort. Lorsque les fermiers s'installent enfin dans leur région, les habitants de Lepenskivir font preuve de créativité en faisant évoluer leur tradition ancestrale. Donc, c'est comme s'ils tentent de résister au mode de vie des fermiers. Leurs sculptures, jusque-là de taille modeste et généralement placées à l'intérieur des demeures, deviennent beaucoup plus grosses et sont placées bien en vue, à l'extérieur de leur maison. Cela dit, les relations avec ces étranges sédentaires venus d'ailleurs auraient été relativement harmonieuses, puisqu'ils font des échanges avec eux pour obtenir des poteries et des animaux. Attardons-nous un moment sur les premiers fermiers européens. Avant l'arrivée des fermiers, le mode de vie des Européens demeurait largement inchangé depuis l'ère glaciaire. Et les traces laissées par les premiers fermiers sont un package de pratiques toutes faites et de connaissances déjà évoluées. Le village de Neanicomédéia, en Grèce, est possiblement fondé par la première vague de fermiers qui arrive dans la région autour de 7000 ans. À l'origine, il ne s'agit que d'un hameau de 10 à 12 habitations rectangulaires, entourées par un petit muret. Neanicomédéia est situé près d'un marais qui inonde et fertilise les terres et sera occupé continuellement par plusieurs générations de fermiers. Chaque famille était autosuffisante, avec son propre jardin et une pièce servant aux chèvres rattachée à la maison. L'intérieur de la demeure est plâtré, le foyer est surélevé et le toit contient un trou pour laisser sortir la fumée. Chacun fait sa propre céramique et ses propres outils, entrepose son propre bétail, mais leur culture semble tout de même hospitalière, car ils ont pris la peine de bâtir un immeuble public de 10 mètres carrés au centre du village. Aussi, chaque maison a un foyer extérieur pour les repas en communauté. Certaines de leurs poteries ont des dessins géométriques, certaines autres poteries ont des formes élaborées et excentriques. Ils fabriquent aussi des figurines de femmes à tête cylindrique, au nez pointu, aux yeux incisés et aux énormes cuisses. La vie à Neanicomédéia était sans aucun doute rude et difficile, ce qui est tout à leur honneur. La culture d'entraide de ces pionniers aurait permis à la population de grossir, puis d'engendrer le départ de quelques familles qui partent ensuite fonder d'autres villages. Éventuellement, vers 5000 ans, les habitants doivent abandonner leur village, soit parce qu'ils ont épuisé le sol, qu'ils ont accumulé trop de débris, ou à cause des maladies. Tout au long du 7e millénaire, des fermiers s'installent en Grèce, en Macédoine, en Yougoslavie, en Albanie. Leur arrivée concorde avec l'apparition des premières poteries dans chaque région, donc peintes en blanc sur rouge, sauf en Thessalie, où un mode de vie de pasteur nomade persiste jusqu'autour de 6500 ans. Après quoi, soit les pasteurs adoptent le mode de vie des fermiers, soit ils quittent la Thessalie, car il n'y reste que des villages d'agriculteurs. Ces villageois expérimentés appliquent leurs connaissances aux particularités locales. En quelques siècles seulement, les habitats deviennent plus gros, plus complexes et plus solides. Le village de Sesklo, sans doute fondé au beau milieu du 7e millénaire, sera un des moteurs d'une culture très influente. Donc, la culture Sesklo qui s'épanouit à partir du 6e millénaire. Dans les plaines de Thrace, la fertilité des terres permet à certaines populations d'occuper un endroit en continuité. Certains sites, comme Karanovo, deviennent des monticules de déchets, donc à force de reconstruire sur des ruines. Au centre des Balkans, en Bosnie, Serbie, l'est de la Hongrie, la Roumanie, la civilisation Starchevo émerge pendant la seconde moitié du 7e millénaire. Les premiers habitants permanents à s'installer sur l'île de Crète fondent Knossos au début du 7e millénaire. Ils arrivent avec leurs chèvres, leurs bœufs, leurs moutons, leurs cochons et quelques autres animaux relâchés sur l'île afin de pouvoir être chassés. Le village ne contient qu'une centaine d'habitants pendant la première moitié du millénaire. Au cours de la seconde moitié du millénaire, ils construisent des maisons plus solides, faites en briques sur des fondations de pierre, et la population se met à faire des poteries de qualité très stylisées, comme par exemple des contenants sur pied. Knossos grossira jusqu'en 4500 ans et restera très prospère tout au long de l'âge du bronze.
Les premiers fermiers sur les rives de l'Adriatique arrivent vers la fin du 7e millénaire. Mais ces derniers restent au sud et n'atteignent pas encore la Dalmatie. Certains vont même fonder des villages au sud-est de la péninsule italienne, comme par exemple Coppa Navigata vers la fin du 7e millénaire. Tout au long du 6e millénaire, nous verrons la culture et le mode de vie des sédentaires continuer à se répandre vers le nord et vers l'ouest. Mentionnons à nouveau qu'il s'agit peut-être tout simplement de populations locales qui, parfois, adoptent des idées et des techniques importées aux fermiers. Plus au nord, le long des rivières Dniestre et Dniepr, en Ukraine, il n'y a encore que des chasseurs-cueilleurs nomades vivant dans des camps temporaires. Par contre, ils commencent à créer des cimetières. Le long du Danube, de l'Allemagne à la Roumanie, ou le long du Pô, en Italie, nous retrouvons aussi très peu de traces d'occupation, à moins qu'elles ne soient encore bien cachées, ou qu'elles aient été détruites par les crues. En plus de Lepenski-Vir, quelques villages rudimentaires vont se développer le long du Danube, comme Hajduka, Padina ou Vlasac. Mais étrangement, les terres fertiles au-delà des collines des Balkans ne semblent intéresser personne. Pour le moment, les premiers fermiers restent obstinément le long de la côte et n'occupent vraiment que la Macédoine, la Grèce et quelques îles. Avant de quitter l'Europe, soulignons une autre catastrophe environnementale de cette époque. La mer Noire, alors un simple lac qui accumulait l'eau des glaciers entre l'Europe et l'Asie, recevait de moins en moins d'eau due à la diminution des glaciers. Et la mer s'assécha progressivement jusqu'à ce que quelques fermiers venus d'Asie mineure s'installent autour de ce petit lac d'eau douce vers 6400 ans. Au sud de la mer Noire se trouve le Bosphore, qui bloquait jusque-là l'eau de la mer Méditerranée. Sauf que la fonte des glaciers, en plus de faire monter les niveaux de la mer partout dans le monde, faisait aussi descendre le sud de l'Europe de plus en plus bas vers le niveau de la mer. Tôt ou tard, ce qui devait arriver arriva. Le bouchon du Bosphore céda. Et pendant plusieurs mois, l'équivalent de 200 fois les chutes du Niagara se sont déversées dans la mer Noire. Donc environ 50 km3 d'eau par jour ont au fait de remplir la mer Noire en faisant augmenter sa surface de quelques 100 000 km². Pendant la catastrophe qui perturba tout ce qui vivait autour de la mer Noire, le grondement aurait pu être entendu à 100 km à la ronde. Le sauve-qui-peut causé par cette inondation aura sans doute causé une migration massive d'agriculteurs. Ces derniers auraient alors propagé leur mode de vie vers l'ouest et peut-être même engendré les peuples des céramiques à bandes linéaires. Mais n'allons pas trop vite avant de sauter aux conclusions. L'idée est tentante, mais nous n'avons aucune preuve d'un tel lien de cause à effet. Passons maintenant à l'Afrique du Nord. Nos ancêtres ont fréquenté la vallée du Nil depuis les débuts de l'âge de pierre. Et des populations d'hommes modernes ont donc certainement fréquenté la région longtemps avant le début du Néolithique, puisque les rives du Nil sont particulièrement fertiles pour la région. Malheureusement, il est impossible de reconstituer l'évolution de ces populations entre 10 000 et 6 000 ans, à cause de la rareté des sites archéologiques datant de ces époques. Certains auteurs croient que la domestication du bœuf s'est produite en Afrique du Nord au cours du 8e millénaire, alors que l'Asie de l'Ouest aurait domestiqué les chèvres et les moutons. Mais, hélas, à ce jour, nous n'avons aucune trace convaincante de domestication en Afrique. Le désert du Sahara, donc 25% du continent, contenait encore quelques lacs à la fin de l'ère glaciaire, et il était jusqu'ici habitable pour quelques animaux résilients. Des gazelles, des antilopes, des cerfs, des mouflons, des buffles, des girafes, des autruches, des ânes sauvages, des lions, des guépards. Mais l'assèchement devient désormais une barrière naturelle importante entre le nord de l'Afrique et le reste du continent. Les prairies laissent la place au sable, et les populations doivent se réfugier vers les massifs semi-arides. Leur histoire est cruellement mal documentée, à cause de l'absence quasi totale de vestiges archéologiques. Les populations au sud du désert, tout aussi mal documentées, resteront longtemps à l'état de chasseurs-cueilleurs. Les peuples au nord du désert, tout le long de la côte méditerranéenne, sont à peine mieux connus, mais ils nous semblent déjà parmi les plus dynamiques de leur époque. Après le climat aride de l'ère glaciaire, le climat plus clément apporte la pluie. On y retrouve parmi les premières expériences de poterie. Et s'ils ne sont pas des producteurs, donc ni agriculteurs ni éleveurs, il est possible que la pression du climat ait poussé les populations à domestiquer le mil,
ou à veiller sur les quelques rares troupeaux de la région. Au cours du 8e millénaire, les nomades du désert vont parfois s'installer près des oasis ou des rivières pour fabriquer leur céramique. Pourtant, le climat extrême du Sahara et le manque de ressources en tout genre ralentira considérablement l'évolution des peuples de cette région. Au sud du Sahara, le climat varie du désert le plus aride du monde aux grandes forêts tropicales d'Afrique centrale, en passant par des steppes subdésertiques, des savanes, des plaines herbeuses et des montagnes aux neiges éternelles. En plus de n'offrir aucune trace archéologique détaillée, ni aucune trace d'occupation continue dans le temps, l'Afrique est un gigantesque continent au paysage si varié que toute tentative de généraliser serait futile. Mentionnons toutefois que les nombreuses maladies tropicales de souche africaine ont certainement contribué à maintenir les populations en échec, comme le trachome, la malaria, la dysenterie amibienne, la trypanosomiase, le pian et toutes les schistomiases, dont la bilharziose. À notre époque, l'archéologie naissante en Afrique subsaharienne trouvera peut-être quelques réponses, mais il ne reste pour la plupart que des traditions orales de contes et légendes, qui ne reflètent plus que l'ombre de sociétés disparues il y a très longtemps. Cela dit, n'allons pas considérer les peuples subsahariens comme arriérés. Même qu'avant les premières grandes civilisations, le retard de certaines régions par rapport aux autres est à peine perceptible. La grande exception au mystère de l'Afrique sera l'Égypte, située à proximité des premiers villages asiatiques, donc à l'affût des dernières innovations. Mais cette région ne contient aucun village avant le 8e ou le 7e millénaire. Après l'apparition des premiers villages égyptiens, apparaissent les premières poteries de la région. Mais pour cela, il faut attendre le 6e millénaire, lorsque les sédentaires seront bien installés. En résumé, avec la fin du 7e millénaire, le niveau de la mer atteint presque son niveau actuel. Enfin, la nature devient beaucoup plus stable et hospitalière. L'ère glaciaire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Des leaders ou des conseils tentent de mieux diriger chaque petite communauté villageoise. Même si la surpopulation cause des famines occasionnelles, que l'agriculture offre une nutrition inférieure à celle des chasseurs-cueilleurs, que les cas de maladie se multiplient, que le taux de mortalité augmente, que la vie de fermier exige plus de travail et commence à entraîner des conflits violents. Donc, malgré tous ces désavantages, de nombreux villages connaissent un certain succès, comme en témoignent les traces d'artisanat, de commerce à grande échelle et de travaux publics de grande envergure. Cette lune de miel paradisiaque n'est sans doute qu'un leurre de courte durée, car la présence d'objets de prestige dans les tombes commence à apparaître. Et nous assisterons bientôt à un changement de mentalité. Le chemin qui mène vers les civilisations passe par la malnutrition, une espérance de vie plus courte, des épidémies, et encourage les populations à se battre et à se tuer à des échelles de plus en plus grandes. Les premières guerres ne sont plus très loin.